Alors que l'on espérait un dénouement heureux et très prochain de cette crise, après la libération de 3 soldats parmi les 49, à titre humanitaire, à la suite de la médiation togolaise, elle connaît un nouveau rebondissement. Que s'est-il encore passé? Tout est reparti d'une déclaration faite par le président de la transition malienne, lors de la visite du ministre des Affaires étrangères de la République fédérale de Nigeria, qui avait exprimé, lors de son entretien avec le président Goïta, la volonté de son pays de jouer sa partition pour la libération des 46 autres soldats détenus. C'est ainsi que le président de la transition a demandé de revoir aussi les cas de certaines personnalités maliennes faisant l'objet de mandats d'arrêt internationaux. Pour qui, selon Assimi Goïta, la Côte d'Ivoire continue de servir d'asile politique. Abidjan n'est pas prêt à accepter cette demande malienne. Dans un communiqué publié à l'issue d'une réunion du Conseil national de sécurité, tenue à Abidjan, le 14 septembre 2022, sur la situation des 49 soldats considérés par Bamako comme mercenaires, les autorités ivoiriennes considèrent la demande de Bamako comme un chantage inacceptable et exigent la libération de leurs 46 autres soldats. Abidjan indique que cette demande malienne confirme le statut d'otage de ces 46 soldats. Dans le même communiqué, au regard des derniers développements de l'affaire, qui sont de nature à porter atteinte à la paix et à la sécurité dans la sous-région, selon ses analyses, Abidjan a instruit à son ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de saisir la CEDEAO en vue de la tenue d'une réunion extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement pour examiner cette crise afin d'aboutir à la libération dans les plus brefs délais de ces soldats. Toutefois, Abidjan a rappelé aux opposants politiques étrangers vivant sur son territoire, ces instructions selon lesquelles ils sont tenus d'observer, en toutes circonstances, un devoir de réserve absolue concernant les affaires intérieures de leur pays d'origine. Bamako a, à son tour, réagi au communiqué ivoirien. Dans son communiqué, le gouvernement de la transition malienne a rappelé que, contrairement aux déclarations d'Abidjan, la MINUSMA saisie officielle concernant cette affaire avait, dans une note verbale référencée MINUSMA NV-226-2022, datée du 27 juillet 2022, clairement indiqué que les 49 soldats ne faisaient pas partie des éléments nationaux de soutien. Et, l'Allemagne aussi, à travers son directeur en charge des questions africaines et son ministère des Affaires étrangères reçu en audience par son homologue du Mali, avait indiqué qu'elle n'avait pas de lien contractuel avec les éléments ivoiriens arrêtés. Bamako dit également être profondément stupéfié par ce communiqué du gouvernement ivoirien qui constitue, selon lui, une contradiction de la déclaration du ministre ivoirien, Fidel Sarasoro, faite le 3 septembre 2022 à Lomé, qui a reconnu la responsabilité de son pays tout en précisant que des manquements et d'incompréhension ont été à l'origine de cette crise. Selon Bamako, un tel revirement grave de la Côte d'Ivoire ne vise qu'à manipuler et entraver la manifestation de la vérité. Bamako accuse ainsi les autorités ivoiriennes de faire fi des conditions obscures et des manquements ayant entraîné l'inculpation par la justice malienne de 49 soldats ivoiriens. Les autorités maliennes soulignent par ailleurs que c'est exclusivement en qualité de président du Conseil supérieur de la magistrature, que le président Goïta a indiqué au gouvernement ivoirien la nécessité de considérer les cas de certains Maliens sous mandat d'arrêt internationaux, qui a été perçu par la partie ivoirienne comme une prise d'otage. Concernant la saisine de la CEDEAO par la Côte d'Ivoire, le gouvernement du Mali souligne qu'il n'est nullement concerné par cette procédure qui ne vise, selon lui, qu'à transformer un dossier judiciaire en une crise diplomatique. Bamako estime que cette affaire des 49 militaires est purement judiciaire et bilatérale et met en garde contre toute instrumentalisation de la CEDEAO par Abidjan pour se soustraire de sa responsabilité vis-à-vis du Mali. Les autorités maliennes précisent aussi que pour le respect de la souveraineté de leur peuple, sa sécurité nationale et ses intérêts vitaux, qu'elles ne céderont à aucun chantage ni aucune intimidation. Depuis quelques jours, la situation qui préoccupe plus d'un observateur est celle qui prévaut actuellement à Ménaka et une partie de Gao où l'État islamique multiplie les attaques pour accroître son influence. Ce qui avait conduit le général El Adjargé Gamou à demander aux populations des zones reculées de tout abandonner pour se réfugier vers les grandes villes. Une situation qui était pourtant prévisible au regard des choix opérationnels pris par les autorités depuis un certain temps. La situation sécuritaire à Ménaka et une partie de Gao, notamment le cercle d'Ansongo, connaît une détérioration sans précédent depuis le mois de mars dernier. Date à laquelle ont été lancés les premiers assauts de l'État islamique dans la zone après sa restructuration depuis la mort de son chef historique Adnan Abou al-Wali Sahraoui, en août 2021 suite à un raid de Barkhane vers un déliement, dans le cercle d'Ansongo. Déjà, on compte près d'1 millier de civils tués dans la zone. À cette situation s'ajoutent plus de 50 000 personnes déplacées internes obligées de fuir ce déferlement des violences armées. Signalons que dans la zone, l'État islamique ne combat pas que les forces armées maliennes, leurs partenaires ainsi que les populations qui leur sont favorables.
Ce groupe est aussi en guerre contre les combattants de certains mouvements impliqués dans le processus de paix, en l'occurrence la coalition MSA Gassia et surtout son rival qui n'est autre que le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, GSIM, affilié à Al-Qaïda. Depuis lors, ce n'est que la terreur que l'État islamique répand dans cette zone. Ce groupe a aussi reçu des renforts d'autres des terroristes venant d'autres pays. Toutes les initiatives visant à le contrecarrer ont échoué. Tout en contrôlant plusieurs localités de la région de Ménaka et une partie de Gao, l'État islamique y fait aussi appliquer aveuglément la loi islamique. Cela a notamment été le cas le dimanche 18 septembre dernier lorsque des terroristes de ce groupe ont flagellé à mort un couple accusé d'adultère pour avoir eu un enfant en dehors des liens de mariage. C'est donc une véritable politique de la terre brûlée que semble mener ce groupe déterminé à aller jusqu'au bout de sa logique. Paradoxalement, du côté du Niger voisin, la situation semble même s'améliorer. Notons que dans la journée du lundi 19 septembre dernier, les forces armées nigériennes et des soldats français de l'opération Barkhane ont mené une offensive grandeur nature contre des terroristes de l'État islamique vers la frontière nigéro-malienne. Des sources avancent même qu'ils ont chassé les terroristes jusque dans le territoire malien, plus précisément dans la localité de Anderamboukan, dans la région de Ménaka. L'annonce a été faite par le secrétaire général du Gassia, Fahad Argé Al-Mahamoun, non moins président de la plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d'Alger, signataire de l'accord de 2015. Le G5 fonctionne malgré le retrait du Mali. De son côté, malgré ses assauts répétés sur le territoire malien, l'État islamique ne semble avoir en face de lui qu'une faible résistance. On se souvient que lorsque les terroristes de ce groupe ont occupé la ville de Talaté en début du mois dernier, y chassant les combattants des mouvements impliqués dans le processus de paix et leurs rivaux du GSIM, l'armée malienne n'a opéré que quelques frappes contre les positions de l'État islamique sans poser le pied dans la ville. Ces frappes aériennes, loin de consolider les positions, ne visent à permettre aux terroristes que de se replier pour revenir en force. Il faut dire que selon beaucoup d'analystes, la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire qui prévaut actuellement dans la région de Ménaka et une partie de Gao était prévisible. D'aucuns ont indiqué que la guerre contre le terrorisme ne peut être gagnée qu'à travers une bonne coopération entre les pays, notamment au Sahel où les frontières sont poreuses. Nombreux attribuent cette situation aux choix opérationnels pris par les autorités de la transition actuellement. L'on sait que celles-ci ont poussé l'opération Barkhane vers la sortie du territoire malien en se tournant vers la Russie, dont les militaires ne sont pas officiellement déployés pour lutter contre le terrorisme. Un choix qui a irrité le partenaire français qui a préféré mettre fin à ces deux opérations au Mali, à savoir Barkhane et Takuba. De plus, depuis le 15 mai dernier, le Mali s'est retiré de tous les organes du G5 Sahel et même de la force conjointe au motif que son droit de présider aux destinées de cette organisation n'a pas été respecté. Les autorités maliennes avaient même indiqué que cette situation était due au fait que cette organisation était manipulée par une puissance étrangère, en l'occurrence la France, sans le nommer. Pourtant, malgré le retrait du Mali, l'organisation fonctionne avec les autres pays membres, à savoir le Tchad, le Burkina Faso, le Niger et la Mauritanie. Le Tchad et le Burkina Faso, qui sont aussi en rupture de l'ordre constitutionnel comme le Mali, continuent à tenir et défendre leur place au sein de cette organisation. L'Algérie souhaite relancer le CEMOC. D'ailleurs, il n'est pas exclu un passage du flambeau entre le Tchad, qui préside actuellement le G5 Sahel, et le Burkina Faso. Comme en témoignent les récentes visites effectuées par le chef de l'État burkinabé, Paul-Henri Sandaogo Damiba, dans plusieurs pays membres de l'organisation. Le retrait du Mali signifie aussi la fin des opérations militaires transfrontalières qui, au-delà de ces insuffisances, étaient surtout dissuasives. À noter qu'aujourd'hui, c'est surtout l'Algérie qui n'a jamais apprécié la création du G5 Sahel en 2014, qui entend profiter de cette situation pour relancer le comité d'état-major opérationnel conjoint, CEMOC, rassemble le Mali, l'Algérie, la Mauritanie et le Niger. Créée en 2010 pour lutter contre l'insécurité, cette organisation, dont le siège opérationnel est à Tamanrasset, au sud de l'Algérie, n'a jamais vraiment fonctionné. C'est dire qu'il est temps de revenir aux fondamentaux et savoir que seuls les pays qui ont en partage les mêmes réalités peuvent cheminer ensemble pour des résultats probants dans les domaines de la restauration de la paix, de la stabilité et du développement. Fin de la vidéo, merci pour votre attention.